vais déjà me présenter. Donc, je suis Olivier Soulas, le directeur des opérations d'Olis, société située à Chartres. Je suis ingénieur aquacole et ingénieur génie méca, concepteur de races depuis 28 ans maintenant. Donc, j'ai fait partie des tout premiers casseurs de poissons de cette grande épopée. Et on en a cassé beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voir toute l'évolution de cette technologie. Je n'ai pas la prétention non plus de maîtriser l'entièreté de cette technologie parce que c'est extrêmement vaste. Je suis spécialisé dans les traitements d'eau, donc j'ai autant travaillé sur du traitement d'eau en aquaculture que dans l'industrie. J'ai pas mal travaillé avec la sidérurgie, des entreprises comme celle-là. Donc j'ai un panel assez large et une vision assez large. J'ai conçu 162 races à l'heure actuelle et construit 43 maintenant. Donc voilà pour la presse du bonhomme. Donc, ce que je vais vous présenter, je vais essayer d'être très rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais vous présenter un petit peu de la manière dont moi je travaille, parce que moi je suis avant tout un concepteur de race et pas un gestionnaire de race. Ce sont deux métiers différents. Donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu la vision des choses, des races, un petit peu qu'on devrait voir de plus en plus arriver, quelle que soit sa taille. Donc, les contextes d'un race sont des défis stratégiques, sociaux et environnementaux. Je ne vais pas tout développer, hein, c'est juste pour vous donner un petit peu les idées. Donc, on a des problèmes de stratégie autant financière que d'innovation, de mutualisation de ressources et de production. Les défis sociaux sont évidemment souvent des réhabilitations de sites, des créations d'emplois, ainsi que les enjeux environnementaux qui sont évidents par rapport à la pisciculture ouverte. Comme le disait Kevin tout à l'heure, lorsque l'on voit ce que l'on rejette dans une rivière, on comprend un petit peu l'évolution ces dernières années vis-à-vis des pollutions aquacoles. J'ai l'habitude de travailler sur 4 axes, donc des solutions en premier énergétiques. Alors, dans le cas du projet que je mène ici sur Chartres, qui est la réhabilitation d'un quartier de 8 hectares et demi au cœur d'une ville, dans lequel il est prévu de créer une ferme aquaponique découplée, donc 1450 tonnes de truites d'un côté et à peu près 700 tonnes de végétaux de l'autre, plus 340 logements. Ce site et alors je ne sais pas si plus loin je l'ai, voilà, parce que c'est assez à l'envers. Là, le site. Donc, en fait, sur le bas du site, vous voyez une zone industrielle, sur le haut du site, une zone d'habitation, et nous nous situons entre les deux. L'idée est de faire un cloisonnement entre la partie habitation et la partie industrielle, tout en profitant des rejets industriels. Je vais remonter en avant. Ça nous amène justement à une solution énergétique où l'on doit récupérer une énergie fatale qui est de 8 mégas permanents d'une usine d'aluminium pour pouvoir chauffer les serres, un système d'algoculture, une pisciculture ainsi que les habitations. Je vais vite. Une préservation évidemment des ressources en eau, ça c'est le process même du RAS. Mais là, nous allons encore plus loin puisque nous avons monté un projet de recherche avec le BRGM pour réinjecter l'eau dans la nappe. On suit beaucoup sur la circularité des gaz parce que lorsque vous produisez du vivant, vous produisez aussi énormément de CO2. Il est aberrant de produire des végétaux d'un côté et des CO2 de l'autre et pas de s'en servir pour les plantes. Donc, ce CO2, une fois strippé dans le système RAS, est réinjecté dans les végétaux afin d'avoir un impact négatif en CO2. Un objectif zéro déchet, puisque on va utiliser autant les boues, les déchets végétaux que les déchets de poissons pour en faire un compost normé. Alors, un compost normé, pourquoi et comment? Parce que nous travaillons avec une coopérative agricole, l'ASCAEL, qui a énormément de silos et de poussière de silos. La première problématique lorsqu'on crée un compost avec des boues piscicoles, c'est qu'il n'y a pas de carbone. Donc, ce carbone est récupéré via ces déchets de silos. Après, pour ce qui est des déchets de poissons dans l'usine de traitement, ce sera une valorisation plus classique, pet food, etc.
Alors, la difficulté lorsqu'on intègre un site comme celui-ci, c'est l'intégration dans le paysage urbain, entre autres sur les problèmes de bruit, de lumière, où il a fallu absolument traiter tout l'ensemble de manière à ce que les nuisances soient redirigées vers la partie industrielle, de manière à protéger la partie habitation dans le haut du plan. Alors, on arrive sur les choses qui m'intéressent un peu plus. L'intérêt d'un RAS, c'est quoi? Ce n'est pas de s'amuser à dépenser de l'argent, puisqu'il faut, sur un RAS, compter entre 10 à 18 000 euros la tonne de poisson produite. Donc, ce sont les investissements qui sont très, très lourds. Le premier intérêt du RAS, c'est sa productivité. On a affaire à un outil de production qui optimise tous les facteurs de production du poisson de manière à avoir des productions extrêmement rapides. Si je prends le cas d'une TGT, donc d'une très grande truite qui va être produite en 2 ans, 2 ans et demi en pisciculture ouverte, ici, nous la faisons en 10 mois et demi. Donc, le premier intérêt, il est en termes de productivité. Le deuxième intérêt, il est évidemment en termes d'impact environnemental, puisqu'on peut gérer l'intégralité de ces paramètres. Alors, sur les différents plans que vous voyez ici, je vais suivre, je ne sais pas si on voit mon curseur, on le voit. Oui. Oui. Donc là, on part par exemple là sur un forage, sur lequel on va arriver sur un bassin tampon qui va nous servir de buffer. Et de ce buffer-là, on va déjà passer par une première unité qui est la fameuse unité de purgine, puisque sur le site, on aura une usine de transformation in situ. De ce purgine, cette eau est réutilisée une première fois pour l'ensemble. Je vous ai perdu, Olivier. Chaque fois, entre chaque étape, une étape d'ultrafiltration. Alors là, on est sur des systèmes qui tournent entre 210 et 500 litres kilo aliments. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en RAS, l'unité de mesure, c'est une unité de pollution. Ce qui pollue votre eau, c'est l'aliment. C'est les déchets de vos poissons. Donc, il est dû à l'aliment. Donc, la base, c'est toujours en kilo aliments. Donc ici, on est sur des systèmes qui sont assez, je dirais, light, puisqu'on peut tourner à 500 litres kilo. L'eau sortie de la pisciculture va aller alimenter une partie d'hydroculture. On est en système débouclé et une partie algoculture. Le trop-plein, lui, reçoit un premier traitement par macrophyte, ultrafiltration, et est rendu à l'industrie qui en utilisait avant, et réinjecté dans la nappe. Donc ça, c'est le projet qu'on gère ici à l'heure actuelle. Et c'est cette fameuse partie de recharge de nappe qui nous travaille beaucoup, puisqu'à l'heure actuelle, il faut savoir que c'est interdit en France. Donc, nous sommes sur un site pilote vis-à-vis du département et de l'État français. En tant que concepteur de RAS, habituellement, on conçoit un système et on met la boîte par au-dessus. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Les boîtes sont déjà existantes puisqu'on réutilise des anciens silos. L'idée est de mettre le système à l'intérieur. Donc, il a fallu se munir de notre plus grand chausse-pied afin d'intégrer le maximum de matériel à l'intérieur. Dans la conception d'un RAS, qui coûte extrêmement cher, les surfaces vides sont des surfaces qui coûtent, sont les surfaces qu'il faut toujours entretenir. Une surface d'entretien est une surface de risque. Donc, l'idée ici est d'avoir le moins de ces surfaces-là et d'avoir une centralisation du travail de manière à optimiser autant les surfaces, les volumes, que le personnel. Il n'est pas compliqué, une fois qu'on sait une dizaine de formules, de dimensionner et de construire un RAS. Par contre, de le faire fonctionner et ne pas avoir une vanne séparée de 200 mètres de l'autre vanne pour pouvoir travailler, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'optimisation de travail est quelque chose d'hyper important dans la conception d'un RAS. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des systèmes extrêmement sensibles
Et si le personnel dessus, qui travaille dessus, a du mal à y travailler, les opérations les plus urgentes, les plus importantes ne seront pas faites. Et c'est là que votre race tombe. La plupart du temps, l'erreur, même si on va la classer comme humaine, elle est due à la conception, parce qu'il est trop compliqué d'aller tourner une vanne, parce qu'elle est trop espacée du poste de travail. Donc ça, ce sont les choses hyper importantes. Voilà, on en revient à cette fameuse ergonomie où sur un bâtiment qui fait près de 200 mètres de long, la zone de travail, elle, ne fait que 30 mètres carrés. Et à partir de là, les opérateurs gèrent l'intégralité du système. Et ne vont pas stresser les poissons plus loin. On réduit les risques de biosécurité, on réduit les risques d'accident et les opérations doivent être extrêmement simples. L'idée aussi sur ce projet-là, c'est un système monobloc pour pouvoir avoir une scalabilité la plus simple possible, de manière à avoir différents modules qui pourront être faits durant les années. C'est un projet de grande ampleur, puisqu'on parle de 1450 tonnes. Ne rêvons pas, ce n'est pas un projet qui va se faire en une fois, c'est un projet qui va se faire petit à petit. Donc, il fallait absolument créer des modules, mais tous ces modules doivent être exactement les mêmes. On en revient tout à l'heure, je parlais de la valorisation des bouts. Donc, ça, c'est la coupe du système par le bas, où on utilise en fait tout le système d'aération des silos à grains pour pouvoir faire le traitement des bouts par le dessous. Alors ça, c'était un des avantages que l'on a eu sur le site, de manière à pouvoir récupérer ces bouts une fois déshydratés, au moins une cécité d'environ 15 points, afin de travailler sur le compostage. Le reste étant réinjecté dans la nappe. Alors, de nouveau, la scalabilité du système. Tout RAS doit, et ça, je crois qu'on a encore un tout petit… très fortement là-dessus. Olivier, tu peux revenir juste 30 secondes sur ton propos parce qu'on t'a coupé. Ah, d'accord. Je vois connexion Internet instable. Je disais, une chose qui est extrêmement importante lorsqu'on travaille dans un RAS ou que l'on veut créer un RAS, c'est la provenance des produits que vont la faire dedans. C'est-à-dire que on est dans les systèmes qui ne souffrent pas de traiter trop, de ne pas avoir d'antibiotiques, etc., etc. Donc, amener les poissons de l'extérieur pour mettre dans un RAS, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Un RAS n'est pas fait pour faire de l'allottement. Un RAS, c'est fait pour travailler de l'œuf jusqu'au produit fini, que ce soit un produit fini total ou pas, mais on démarre de l'œuf. Il est extrêmement dangereux de venir avec des produits de l'extérieur. Pour les anciens, je les renvoie à une expérience malheureuse en Belgique il y a quelques années qui s'appelait Vitafish, qui était quand même le plus gros RAS à l'époque européen de 5000 tonnes de tilapia, qui a été dilapidé en près d'un an parce que les investisseurs trop pressés ont fait venir des poissons de Malaisie et des quatre coins de la planète. Ça a été quand même une bagatelle de 21 millions d'euros jetée à la poubelle. Donc, une chose très importante, et Kevin le fait remarquer tout à l'heure, patience. De la patience. Un RAS, un circuit fermé n'est pas mûr avant une bonne année de fonctionnement. Donc ça doit être bien prévu dans le BFR de la personne qui veut créer un RAS. Le démarrage d'un système comme ça est très, très lent. Mais si vous voulez assurer sa réussite, il faut vraiment prendre cette patience. On parlait d'optimisation tout à l'heure. Alors là, ce n'est pas deux photos, c'est une coupe où la pisciculture est en bas et le système d'algoculture est en haut. Alors ici, sur Chartres, nous sommes dans la Cosmétique Valley. Les bureaux en face de chez moi, c'est Dior. Derrière, c'est Guerlain. Donc, beaucoup d'usines de production de cosmétologie. Donc, une grosse demande ici en monomolécules. Donc, nous avons une demande des industriels locaux pour produire des microalgues. Alors là, on l'a mis en l'occurrence sur la spiruline parce que c'était basique, mais ce sont des systèmes qui nous permettent de produire un petit peu tout type de molécules, y compris de la staxanthine. Donc, on récupère les thermies
de la pisciculture pour les rejeter en haut dans l'algoculture. On récupère aussi le CO2. Les deux tours que vous voyez sur le côté sont des tours vacuum de dégazage qui permettent de stripper le CO2, donc de le retirer du système d'aquaculture, de pisciculture, et l'injecter dans le système d'algoculture. C'est aussi un système découplé, comme je le disais tout à l'heure, qui permet donc une production maraîchère de l'ordre de 350 à 600 tonnes de jeunes pousses coupées. Alors là, c'est en collaboration avec des industriels de type Florette que nous travaillons afin d'optimiser cette production. Alors, c'est du classique, hein, c'est vraiment du système industriel. On est en raft, en système découplé, avec, là par contre, vu les volumes d'eau, automatiquement des stations de fertilisation, puisque nous sommes sur des rotations extrêmement rapides. On est sur la jeune pousse, donc on est sur des rotations de l'ordre de 5 à 6 semaines, 8 semaines pour les plus longues. Bon, ça c'est automatiquement aussi un labo, tout ce qui est labo algoculture et labo, excusez-moi, de contrôle sanitaire des systèmes. Alors là, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a 180 calques qui vont s'ajuster les uns sur les autres. Elle arrive. Donc ça, alors c'est volontairement flouté parce que je ne peux pas tout vous montrer. Donc ça, c'est l'usine de transformation. Alors, c'est une usine de transformation sur le haut qui a une capacité de 5000 tonnes de poissons, alors truites, saumon. Et sur la partie basse, c'est la partie ici récolte et nettoyage des panneaux raft, ainsi que les coupes et emballages sur le côté. Cette partie ici, je l'ai volontairement supprimée, c'est la partie compostage. Où là, on a une paire de brevets de développer, je ne peux pas tout vous montrer. Cette partie sur le bas est la partie injection minérale, donc poste d'injection de la partie hydroculture. Donc, c'est le bureau. Alors, par contre, il y a une chose qui nous a paru extrêmement importante, surtout dans le monde où on vit, ce monde de réseaux sociaux, c'est de pouvoir ouvrir au public la production. On est un métier qui est trop caché des gens, trop à la merci des médias et des raconteurs de toute forme. Nous voulons absolument que ce site soit ouvert au public de manière à ce qu'ils puissent voir et comprendre comment est-ce qu'on produit autant des plantes que du poisson. Avec une intégration évidemment dans le paysage, puisque là nous sommes en ville. On arrive au deuxième point. Olis, le projet Olis, donc à Chartres, est un site de production, mais c'est aussi un hub. La capacité in situ est de 1450 tonnes. Par contre, la partie usine, elle, dépasse les 5000 parce que nous avons affaire ici à un hub. L'idée avec la coopérative Sahel a été de développer une nouvelle filière chez les agriculteurs qui, pour partie, souffrent quand même pas mal, de manière à leur ramener un complément de revenus. Donc, l'idée est de leur fournir des systèmes RAS basiques de manière à produire, comme dans un système coopératif basé comme le système avicole, par exemple, dans le sud-ouest, où les poissons seront ramenés sur le centre de production afin d'y être traités. Pour ce faire, il a fallu concevoir des systèmes extrêmement simples pour qu'un agriculteur qui ait peu de formation piscicole puisse gérer le système, sachant qu'il sera évidemment accompagné par les pisciculteurs qui vont tourner sur les différents sites. C'est pourquoi nous avons ouvert un centre de recherche qui est ici, donc je suis dans les bureaux aujourd'hui, où nous travaillons sur différents axes, différentes géométries. Là, on voit deux géométries principales. Pourquoi? Parce que, de nouveau, nous devons nous adapter à des bâtiments existants. Donc, le circulaire, je dirais, sur des bâtiments plutôt modernes qui font 15 à 20 mètres de large. Par contre, les autres bassins vont être adaptés à soit des anciennes porcheries, élevage avicole ou des longères. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'hydroélectricité des bassins
et tous les systèmes de manière à ce que ce soit le plus simple possible. Donc, les axes de recherche sont assez larges, puisqu'on travaille d'un point de vue hydraulique sur la forme des bassins, les systèmes double drain, les vitesses de décantation, les vitesses de nage, très, très, très important. Et à chercher système, alors s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein. Les systèmes d'MBBR sans air, on en revient aux énergies, les joints rotatifs et les holoïdes. Pour les énergies, on va travailler sur les airlifts, vacuum, holoïdes, joints rotatifs, les pompes basse pression, tous les systèmes de pression hydrostatique, d'accélération hydrostatique et de régulation thermique. Tout ça va ensemble. À chaque fois, chaque famille est liée l'une à l'autre. Alors, elles ne sont pas mises dans un sens au hasard. L'hydraulique agit sur les énergies, l'énergie agit sur les fluents et l'ensemble agit sur le bien-être animal. Donc, ces axes-là sont vraiment mis dans un ordre bien précis. Sur les effluents, on va travailler sur des filtres à table statique, quelque chose qui est très très peu utilisé en race, alors que c'est quelque chose d'extrêmement efficace et de pas cher. L'ultrafiltration, la réinjection de nappe dont je vous parlais tout à l'heure, la coapolie évidemment, les biomasses décarbonées. Donc là, on parle de production de végétaux, non pas pour destiner à la consommation, mais destinés par exemple à faire du pellet de chauffage, la récupération des gaz, le compostage et l'irrigation, puisque nous ne sommes pas sans oublier que je suis en pleine bourse ici. Il y a énormément d'irrigation et les agriculteurs comme nous ont subi d'énormes augmentations, entre autres des intrants. Donc l'idée de pouvoir, un petit peu à l'instar des bassines, se procurer de l'eau déjà enrichie les intéresse évidemment énormément. On travaille pas mal aussi sur la densité de poissons. De nouveau, les vitesses, les fractionnements de nourrissage qui sont quelque chose d'extrêmement important dans un RAS. Un RAS, n'oubliez jamais que essayez de le symboliser par rapport à une courbe. Lorsque vous donnez à manger, votre courbe va monter. Lorsqu'il ne mange pas, elle va descendre par rapport à la qualité d'eau, par rapport aux consommations d'oxygène, de gaz, etc., etc. Alors que le RAS idéal, c'est une ligne droite, c'est plat. Donc, on travaille aussi beaucoup sur les fractionnements de nourrissage, d'osmorégulation. Et là, on en revient au système ORP qui était cité tout à l'heure. Et on arrive sur des systèmes comme ça. Alors, je vous ai présenté rapidement la chaîne cinématique d'un RAS, tel qu'on les conçoit ici, où vous allez voir une série de bassins, où l'eau sale va sortir sur ces fameux tamis statiques qui nous permettent de sortir tout de suite, avant le filtre à tambour, les matières solides, et ce, sans les exploser, parce qu'un filtre à tambour, aussi efficace qu'il soit, explose pas mal de matière, et on doit les traiter par la suite. Le filtre à tambour, là, ne sert que de deuxième filtre. Ensuite, vous avez là en coupe une évolution d'un filtre à l'eau fluidisée, donc un MBBR, qui, de par sa forme, utilise très, très, très peu d'énergie, puisque c'est le mouvement hydraulique qui crée le mouvement des médias. On arrive sur une colonne de dégazage, stérilisation, protéines Skymer. Peut-être Olivier, 2-3 minutes pour aller vers la conclusion, pour laisser un peu de temps aux questions. Un petit retour classique sur les productions dont je parlais tout à l'heure. Donc, on est sur un site prévu sur 1450 tonnes in situ de TGT, 2000 tonnes sur ce qu'on appelle les satellites, 370 tonnes en première lift de baby, de salade, 12 tonnes d'algo, qui nous ferait le plus gros producteur européen, et 650 tonnes de compost. Ok, Olivier. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, tu t'en doutes, il y a beaucoup de questions. Oui. Beaucoup de questions, notamment sur le fait que tu as dit que c'était un projet qui était en milieu urbain, si c'est bien le cas, est-ce que tu confirmes? C'est ça. Et si c'est le cas, donc la question tourne autour des autorisations et des démarches réglementaires. Elles n'ont pas dû être évidentes, pose la question posée par la personne. Et elles ne sont pas finies.
L'installation en pleine ville amène énormément de problématiques, hormis la première problématique classique d'une pisciculture qui est l'ICPE, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué chez nous, puisque là, on n'est plus sur le IOTA, hein, on est vraiment sur un ICPE. Par contre, les satellites, eux, sont sur IOTA. C'était l'idée, hein, de ne faire que les modules 20 tonnes, de manière à n'avoir qu'une déclaration et pas une autorisation. La problématique en ville, elle est souvent déjà au niveau des PLU. Là, l'intérêt, c'est que nous sommes sur un site déjà agricole. Donc, c'est une zone céréalière, de stockage céréalier. C'est une zone qui permet d'avoir 30 000 tonnes de stock permanent. Donc, c'est très grand. Et la partie agricole est déjà inscrite dans l'autorisation. En ville, la première problématique que vous allez avoir, qu'on va vous envoyer tout de suite, c'est l'éloignement des 100 mètres. Ici, elle ne se pose pas. Le site est largement assez grand. La deuxième problématique, c'est par rapport au secteur, le droit d'utilisation professionnelle, agricole, industrielle, résidentielle. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Et après, vous avez, je pense, pour la plupart des cas, des gens qui vont demander un problème de IOTA, puisque pour les petites fermes aquaponiques en ville, en général, on ne dépasse pas les 20 tonnes. Est-ce que ce projet est 100% privé ou c'est un partenariat public-privé? Alors, c'est un projet 100% privé. Il est réparti, Olis à 2 groupes comme actionnaires. Le groupe AMP, qui est un groupe aquacole qui possède Saumon de France, donc à Cherbourg, les piscicultures de l'Eure pour la partie salmonicole eau douce et une partie d'élevage d'étang. L'autre partenaire est la SCAEL, qui est une grosse coopérative de Beauce qui pèse à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard, qui est propriétaire du site. Tu as parlé tout à l'heure de chaleur fatale, d'utilisation de cette chaleur fatale. La question est la suivante. Quelle est la température de cette chaleur fatale? Est-elle disponible toute l'année? Et si oui, l'achètes-tu cette chaleur fatale? Alors, c'est un échange de bons procédés. En fait, pour faire cela, une régie a été montée entre l'industriel et nous, afin de récupérer cette chaleur et de la redistribuer des 2 côtés. Cet industriel consomme beaucoup d'eau pour refroidir ses fours, mais n'a pas besoin d'avoir une qualité exceptionnelle. C'est juste une eau de refroidissement. Donc, le coût de traitement et de prélèvement d'eau lui a été retiré puisqu'il incombe à Olis, qui après va lui rétrocéder cette eau. Pour ce qui est de la température, c'est une eau qui tourne en moyenne à 45 degrés et qui nous permet de chauffer en permanence 630 mètres cubes d'eau, basse température à 28. Tu peux revenir 2 secondes sur la technologie des tamis statiques, là, de première piégeage des matières organiques? Alors, le tamis statique est un filtre qui utilise uniquement la gravité pour fonctionner. Alors, c'est un filtre qui ne va pas permettre de faire une filtration fine, au risque d'avoir un colmatage très très rapide des grilles. Je dirais qu'à 200-300 microns, c'est quelque chose de très bien. Et si vous travaillez qu'avec des gros poissons, 500 microns même, c'est suffisant. L'intérêt de ce filtre, c'est qu'il sépare immédiatement les matières solides de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas, comme dans un filtre à tambour, une eau chargée de matières pulvérisées, mais ces matières, c'est directement de la boue. Donc, on peut les récupérer d'une manière instantanée. Alors, ces systèmes du double drain que l'on voit dans certains grands races saumon, où à peu près 15% de l'eau aspirée dans le bassin est aspirée d'une manière centralisée, donc au centre et au fond du bassin, où on récupère cette eau. Mais eux, en général, cette eau arrive dans un décanteur. Donc, les matières ont le temps de se dissoudre en partie, puisque l'eau de ces décanteurs est réutilisée et réinjectée dans le système. Là, on la sort directement de l'eau. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce système-là. Et deuxième intérêt, il est au niveau des IOTA, c'est-à-dire que cette boue
n'est absolument pas rejetée dans l'environnement. On la sépare directement. C'est une grille. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, sinon Google est mon ami, un filtre à tamis statique, c'est une grille incurvée sur laquelle l'eau va glisser. Cette grille est faite de milliers de petites barres triangulaires posées en sens inverse. C'est-à-dire que l'eau est aspirée à travers la grille et les matières restent sur le dessus. C'est un fonctionnement très simple. Hein. Alors, il y a une question qui concerne, qui est la suivante, c'est quid du traitement des micropolluants qui s'accumulent dans les races avant réinjection dans la nappe? Tu as parlé en fait de réinjection dans la nappe tout à l'heure. Alors, certains ont précisé que suivant les régions ou les pays, c'était pas toujours autorisé. Quels sont les matériaux que tu utilises aussi pour les conduites d'eau, de bassins, de médias, etc. Alors, voilà, la première question, c'est une très bonne question, puisque en fait, c'est la base de notre recherche. Et là, en fait, nous, on démarre là-dessus. Ce qu'il est certain, c'est que la réinjection de nappe n'est pas quelque chose qui peut être généralisé comme ça. Ça passera toujours par un pilote, toujours par des essais, puisqu'évidemment, tout dépend dans la qualité des sols dans lesquels on va réinjecter la nappe. Si, par exemple, ici, nous sommes sur les régions très crayeuses, et que j'ai un taux de fer trop important dans mon eau, je vais avoir des problèmes de flocculation et on risque d'avoir des problèmes d'obturation de la nappe. Donc, ce sont tous les essais qui sont menés à l'heure actuelle avec le BRGM. Et la deuxième question, c'était quoi? Attends, j'ai perdu la deuxième question, bien évidemment. Et quel matériau tu utilises pour les conduites d'eau, les bassins, les médias, etc. Alors, selon l'endroit, alors au maximum du PEHD, puisque c'est 100% recyclable. Les conduites, c'est quelque chose que je bannis au maximum. Ça, c'est l'intérêt des grands races, où on peut avoir très peu de conduites. Je travaille beaucoup en canaux ouverts. Les conduites sont quelque chose qui sont très difficiles à nettoyer, très difficiles à entretenir. On ne voit pas les problèmes dedans. Donc, si j'avais un conseil à vous donner sur les conceptions de passes, ne mettez pas de conduite. Mais il y a une question d'ordre, on va dire, plus stratégique ou de développement agricole. Comment vous allez réussir à motiver des agriculteurs qui aujourd'hui vendent très bien leur production végétale? Alors, attends, j'essaie de retrouver la question. À 350 € la tonne de blé et la PAC, comment les gens de la Beauce vont s'engouffrer dans un tel projet, à ton avis? Alors, ce projet, elle est très juste. Il est destiné à deux types d'agriculteurs. Parce qu'à côté de la Beauce, il y a le Perche. Hein. Dans le Perche, ils n'ont pas la richesse de la Beauce. Donc là, on a affaire à des petits éleveurs qui voient d'un très bon œil ce système-là. Et pour ce qui est de l'agriculteur beauceron, oui, c'est une agriculture qui tourne très bien. Et comme ce sont tous des chefs d'entreprise, ils cherchent toujours à diversifier leur production. C'est pas pour rien qu'ils créent des méthaniseurs à droite et à gauche. Et je répète, eux voient d'un très bon œil le côté intrant. Ça les intéresse énormément. Presque plus que le poisson. C'est le côté intrant. Donc, l'eau sortant du système qui permet une irrigation. Ok, et puis une dernière question sur… est-ce qu'à ton avis, la forme des bassins dans une pisciculture utilisant ce type de recirculation impacte-t-elle la consommation énergétique du système? Bien sûr. Bien sûr. C'est même une évidence. La forme d'un bassin agit sur plusieurs facteurs. La vitesse de circulation de l'eau donc dans le bassin va vous permettre ou pas de décanter correctement ou d'amener correctement les matières à un endroit de prélèvement, un ou des endroits de prélèvement. Cette vitesse va induire ce qu'on appelle une vitesse de nage, donc un BLS, Ball-Dillon seconde, qui est très important en termes d'élevage. Je prends l'exemple ici, là, à l'heure actuelle, nous avons à peu près 230 000 parts et smolt dans le système. Les poissons tournaient auparavant avec un BLS d'un 4, donc ça veut dire 1,4 fois la longueur de l'animal par seconde.
En le passant à 1,8, nous avons réduit la mortalité de près de 30%. Donc oui, c'est important. Un poisson sportif sera bien plus amène à être costaud et à se battre contre les différents éléments agressifs qu'un poisson apathique. Donc, ces vitesses-là sont importantes. La forme est importante et la manière dont l'eau va être amenée va induire votre consommation énergétique. Donc oui, évidemment, la forme d'un bassin est hyper importante. Et moi, j'ai une question, parce que je vais me permettre d'en poser une. Est-ce que tu travailles sur les problématiques d'hydrogène sulfuré? On sait très bien que ces dernières années, sur de nombreux systèmes à l'étranger, il y a eu des mortalités importantes à cause d'accumulation ou de relargage de H2S toxiques liés à ce phénomène de recirculation de l'eau. Est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que c'est une problématique que tu prends en compte? Alors, c'est une problématique qu'on tient, oui, évidemment, en compte. Moins en eau douce qu'en eau de mer, même s'il n'en est pas absent de risque de H2S en eau douce, mais c'est beaucoup plus dangereux, surtout beaucoup plus rapide en eau salée. On en revient à l'hydrolycité des systèmes. Donc, vitesse dans les bassins, le moins de tuyaux possible. Il ne faut pas un recoin. On évite les coudes, on évite toutes ces choses-là. Les chemins le plus court est toujours le meilleur. On fait extrêmement attention à certains types de filtration. Là, je vais prendre en exemple les LIFIX, qui, même si sont des systèmes de filtration très performants d'un point de vue énergétique, puisqu'on n'a pas à les bouger, ce sont des systèmes extrêmement dangereux en termes de ce qu'on appelle vulgairement chez nous de gâteau, où l'hydrolycité éparse d'un système comme celui-là, et surtout imprévisible, ne permet pas de savoir et de prévenir la formation et une accumulation de matière dans ce type de filtre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un rinçage et un backwash très, très, très régulier qui commence à rendre l'affaire énergétiquement moins intéressante par rapport à un MBBR. Je préfère travailler ce qu'on fait ici sur des médias différents, c'est-à-dire que pas forcément travailler avec des médias coulants. Ici, on a 3 types de médias, 4 types. On a des médias coulants, on a des médias flottants, on a des glissants, avec des surfaces différentes, puisqu'on travaille avec des médias qui vont de 1600 à 5400 mètres carrés. Et on va travailler sur des densités et des charges de médias de manière à avoir l'eau la plus dense possible, ce qui nous permet, avec des chutes hydrauliques et hydrostatiques, de faire bouger l'ensemble sans utiliser d'air. Savoir que, je vais donner juste un petit exemple, un bassin, un filtre à fluidiser d'un MBBR de 25 mètres cubes va nécessiter en moyenne entre 8 et 11 kW de brassage. Le prix de l'énergie en ce moment, c'est gigantesque. Avec les systèmes que nous, on a mis au point ici, on est passé à 1,5 kW. Donc voilà, c'est la discussion qu'on avait avant la réunion. C'est dans des périodes comme ça où on est obligé de regarder vraiment d'une manière très, très, très approfondie ces nouvelles technologies, d'autres technologies, d'autres manières de voir que l'on va améliorer les races. Parce que si le prix de l'énergie reste comme il est maintenant avec une technologie comme il y a ne serait-ce qu'encore 2-3 ans, les races ne pourront pas se développer, c'est trop cher.